Paul Atreides a 15 ans lors de son départ sur la planète Arrakis. Depuis des générations, sa famille vivait sur Caladan. Peu après l'arrivée sur Arrakis, les Atreides sont vaincus par les Harkonnen, le duc Leto, père de Paul, est tué, et Paul et sa mère se retrouvent perdus, seuls dans le désert. C'est à ce moment-là que Paul est exposé pour la première fois à l'épice, cette substance psychotrope aux nombreuses propriétés, lui donnant une connaissance absolue. Paul vit son premier état modifié de conscience, d'une intensité rare. Malgré son esprit surentraîné, il est poussé dans ses retranchements. Voici ce que l'auteur nous dit dans la première vision de Paul. L'esprit de Paul continuait sa course, froid, précis. Il découvrait les voies du temps ouvertes devant eux sur ce monde. Sans même le secours du rêve, ses pouvoirs de prescience lui révélaient le faisceau des avenirs probables. Comme s'il plongeait dans quelque niveau d'où le temps était absent, mais où soufflaient les vents venus du futur. Et il percevait le futur ainsi maintenant, comme une surface ondulante sans consistance. Le tout était le spectre des possibilités du plus lointain passé au plus lointain avenir, du plus probable au plus improbable. Il voyait sa propre mort en d'innombrables versions. L'esprit de Paul continuait sa course, froid, précis. Paul est méthodique, rationnel, il fait appel à ses capacités mentate pour comprendre et analyser ce qui lui arrive. Et il découvrait les voies du temps ouvertes devant eux sur ce monde. Le temps n'est plus linéaire, il perçoit différents chemins possibles, différentes ramifications qu'il peut arpenter. Sans même le secours du rêve, ses pouvoirs de prescience lui révélaient le faisceau des avenirs probables. Cela ressemble peut-être à un rêve, mais ce n'en est pas un. Il s'agit bien du monde réel qu'il perçoit et de tous les avenirs possibles pour lui et pour l'humanité. Comme s'il plongeait dans quelque niveau d'où le temps était absent. Sa conscience est véritablement hors du temps, une référence directe à la distorsion temporelle qui est vécue en état modifié de conscience, notamment lors de la prise de substances psychédéliques. Ici, il ne s'agit pas d'une forte dose, mais Paul y est particulièrement sensible. Mais où soufflaient les vents venus du futur. Ce n'est pas certain, mais il s'agit peut-être ici de l'influence du futur sur le présent, ce qui est peut-être une référence à la rétrocausalité en physique, une théorie qui ne fait pas consensus actuellement, mais qui est tout de même considérée comme possible, le fait que certains effets quantiques pourraient être rétrocausals. Et il percevait le futur ainsi maintenant, comme une surface ondulante sans consistance. Le tout était le spectre des possibilités du plus lointain passé au plus lointain avenir, du plus probable au plus improbable. L'auteur utilise les termes faisceau, surface ondulante et spectre des possibilités. Et ce n'est pas du tout un hasard, un faisceau de lumière, le spectre de la lumière, et la surface ondulante, la lumière, est également une onde. Mais alors pourquoi ce lien entre les visions du futur et la lumière ? Eh bien parce que l'auteur fait le lien entre les caractéristiques quantiques de la lumière et le fonctionnement des visions. En effet, lorsque l'on souhaite calculer le déplacement et la position d'une particule en physique quantique, par exemple un photon, on doit prendre en compte le fait qu'elle est également une onde, qui emprunte tous les chemins possibles avec une distribution de probabilité. L'auteur fait donc le parallèle avec la physique quantique. Les visions fonctionnent pour lui de la même manière, chaque avenir possible est un chemin plus ou moins probable. Paul perçoit donc une distribution de futurs possibles, tout comme la distribution de probabilité des ondes dans l'indéterminisme quantique. Ce parallèle entre vision psychédélique et physique quantique n'est pas avéré scientifiquement, mais c'est une théorie tout à fait cohérente. Toute l'habileté est de mixer la physique avec peut-être une pincée de science-fiction. Il ne s'agit pas de simplement voir le futur, mais de voir tous les futurs et leurs probabilités, car ils peuvent évidemment encore changer. Ce qui nous fait penser au principe de superposition d'états en physique quantique. Ici, le futur n'existe que dans un état de superposition. Tant qu'un choix n'a pas été fait, le futur ne prend pas forme. Pour l'auteur, la préscience place donc la conscience dans un état de cohérence quantique. Et il fut dans cette strate hors du temps. Il pouvait voir le temps, reconnaître les chemins ouverts devant lui. Une image qui lui permettait d'observer le temps devenant espace. Paul fait ici l'expérience du temps relatif, de la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps. Le temps est considéré comme une dimension spatiale, justifiant le fait que Paul peut s'y déplacer. Sa conscience s'est extraite du temps. Brusquement, comme s'il venait de découvrir une clé nécessaire, il s'éleva d'un échelon supplémentaire dans la perception. Il sentit qu'il était plus haut, trouva une prise précaire, regarda autour de lui. C'était comme le centre d'une sphère d'où irradient des avenues dans toutes les directions. Encore que cette image fût loin de l'exacte sensation. Il y a cette notion de s'élever encore, d'escalader dans la perception et dans la conscience. Comme si la conscience s'élevait dans des dimensions supérieures de l'espace-temps. La combinaison du temps qui devient espace et le fait de monter encore d'un échelon fait sens d'un point de vue mathématique. Lorsque l'on passe dans une dimension supérieure, il est possible d'observer toutes les dimensions inférieures en même temps. Également, l'utilisation du mot sphère est particulièrement pertinent et correspond à une section en 3 dimensions d'un espace à 4 dimensions. Et l'auteur finit par cette phrase « Encore que l'image fût loin de l'exacte sensation ».
En effet, se retrouver dans un espace au-delà des 4 dimensions classiques, eh bien c'est très compliqué à décrire. Mais c'est également comme si lui-même avait du mal à décrire ce qu'il voulait dire. Peut-être quelque chose qu'il a vécu personnellement, ce côté ineffable de telles expériences psychédéliques, qui donne en effet l'impression de percevoir des dimensions supérieures de l'espace-temps. Toute cette description fait très clairement penser à la sortie de corps qui ici est dans le monde réel. Ce qui, au passage, permet aux navigateurs de la guilde de calculer des chemins possibles pour les vaisseaux spatiaux, tout simplement en parcourant eux-mêmes le trajet en sortie de corps. Et au vu du texte, il est bien probable que l'auteur les ait expérimentés personnellement. Plus tard, Paul a d'autres visions. Et il vit la source des moments aveugles d'où pouvait écouler l'erreur, et sentit l'immédiat contact de la peur. Il comprit que la préscience était une illumination qui lui révélait les limites de ce qu'elle était, tout à la fois source de précision et d'erreurs significatives. Une sorte de principe d'incertitude d'Heisenberg intervenait ici. L'auteur cite directement un des principes de la physique quantique, le principe d'incertitude d'Heisenberg. Invoquer ce principe de la physique quantique pour expliquer les limitations de la préscience est tout à fait pertinent. Le principe d'incertitude d'Heisenberg, c'est le fait que l'on ne peut pas mesurer précisément la position et la vitesse d'une particule. Il y a une limite infranchissable, un mystère impossible à résoudre. C'est la même chose pour les visions. Il voit l'avenir, mais il voit également l'incertitude de cet avenir, l'impossibilité de le voir à la fois globalement et dans le détail. À nouveau, il était troublé par les limitations de son pouvoir. C'était comme s'il descendait le cours du temps en passant du creux d'une vague à une crête. Parfois, les vagues voisines lui révélaient ce qu'elle portait, parfois, comme il descendait, elles le lui cachaient. Il s'agit ici d'une vulgarisation poétique du principe d'incertitude d'Heisenberg. Si par exemple, on se place au sommet d'une vague dans un océan, on va pouvoir voir la distance qui se trouve entre chaque vague, c'est-à-dire la fréquence de l'onde. Mais ces vagues ne sont pas à un endroit en particulier, elles sont un peu partout. Si par contre il n'y a qu'une seule vague, on peut savoir où elle se trouve, mais puisqu'il n'y a qu'une seule crête, on ne peut plus connaître l'espacement entre les vagues et donc la fréquence de l'onde. C'est ça le principe d'incertitude d'Heisenberg. On ne peut connaître que la fréquence de l'onde ou sa position, mais pas les deux en même temps. Percevoir le futur, c'est se déplacer au sein de ces vagues, ce qui explique que les visions du futur ne sont pas parfaites, mais ont des zones floues. Lorsque l'on zoome sur une vague en particulier, on perd la vue de l'ensemble. Ici, le lien entre le monde des visions et le caractère ondulatoire des vagues est particulièrement pertinent. Et puis évidemment, c'est en lien avec les dunes de sable, formant également une onde sur la planète Arrakis. Un bouillonnement de possibilités, au sein duquel la plus infime action, clignement de paupières, mots irréfléchis, grains de sable mal placés, était répercuté sur un levier gigantesque qui agissait sur tout l'univers connu. Ici, nous avons une référence directe à l'effet papillon de la théorie du chaos, qui explique que de toutes petites causes peuvent avoir d'immenses conséquences. Le futur est un système chaotique, donc extrêmement sensible et imprévisible. C'est cette combinaison entre l'incertitude d'Heisenberg et les propriétés chaotiques du futur qui rendent les visions particulièrement incertaines. Un simple détail qui n'a pas été perçu peut être responsable d'un futur complètement différent. Et c'est bien là toute la finesse de la préscience, le fait de tout percevoir, de tout savoir, mais paradoxalement de rester dans l'incertitude et dans l'indéterminisme. Mais alors dans ce contexte, quoi faire ? Paul a un pouvoir limité, mais infiniment supérieur aux autres humains. Il fait alors le choix de prendre toute la responsabilité de l'avenir de l'humanité sur ses épaules, mais également basée sur des incertitudes que lui seul connaît. Il prend cette responsabilité en tant que sauveur de l'humanité. La violence était présente dans un tel nombre de variables que le moindre mouvement suscitait d'immenses modifications du schéma. Mais ce qu'il voyait l'invitait à se figer dans une immobilité totale. Mais ceci également était une action avec ses conséquences, d'innombrables conséquences. D'innombrables lignes tracées à partir de cette caverne, et dont beaucoup menaient à l'image de son cadavre, de son sang, répandu par un couteau. Malgré ses capacités mentat, lui permettant de calculer et d'analyser une grande quantité d'informations de manière purement statistique et mathématique, et ses capacités de Bene Gesserit lui permettant une approche plus intuitive, il est complètement dépassé par ce pouvoir, mais il n'en dira rien. Les visions de Paul semblent se modifier au fur et à mesure de ses perceptions, elles sont dynamiques et imparfaites. Voir le futur permet d'influencer le futur. Les visions se mettent alors à jour à chaque action, chaque pensée, en permanence. Également, en physique quantique, le fait d'observer un système le modifie et le matérialise. Paul devient le principal observateur de l'univers, et de ce fait en devient également le créateur. Le Kwisatz Haderach, la conscience dans sa forme la plus pure, la conscience créatrice. Le Kwisatz Haderach, c'est celui qui montre le chemin, mais le terme est probablement inspiré de l'hébreu Kefitzat Haderach, sans garantie pour la prononciation, et voudrait alors dire plutôt raccourcissement du chemin. Raccourcir le chemin, c'est-à-dire plier l'espace-temps lui-même. Dans une expérience psychédélique, l'effet de la pensée sur les visions est très important. Si l'on a peur, on peut voir des images négatives. Si l'on est joyeux, on va voir plutôt des images positives. La pensée et l'état d'esprit influencent grandement les visions, c'est un système bijectif.
Dans les visions, Paul perçoit le djihad, la guerre sainte à répétition, qui pour lui est inévitable. Mais les visions sont également influencées par ses propres pensées, notamment celles de vengeance contre les Harkonnen et contre l'empereur. Alors peut-être que ce djihad était tout à fait évitable, peut-être qu'il s'agit d'une grave erreur de la part de Paul, aveuglé par ses propres pensées, aveuglé par sa part d'ombre qu'il se projette lui-même dans les visions. Dans ce cas, il n'est plus sauveur de l'humanité, mais un tyran despotique. C'est le fardeau du Kwisatz Haderach. Frank Herbert nous montre l'immense maîtrise de cette dualité des visions en état modifié de conscience, ce lien inséparable entre observation et création. Un point de jonction entre le bien et le mal, entre l'ombre et la lumière. Un point d'équilibre ultime obligeant la conscience à se tromper d'un côté ou de l'autre. Faire des erreurs, n'est-ce pas justement notre nature, la nature de la conscience lorsqu'elle exerce sa propriété fondamentale, son libre arbitre.